Bonjour! Bienvenue sur le podcast Je marche donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Des réflexions très personnelles sur la connaissance de soi. Bonjour. Ça fait un bon moment que j'ai pas eu le temps d'enregistrer de podcast. Et ça tombe bien finalement parce que je m'étais noté le prochain podcast à parler de j'arrête de me chercher des excuses. Et je commence en disant bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps d'enregistrer un podcast. Alors je vais pas me chercher d'excuses, mais je n'ai pas eu le temps nécessaire pour pouvoir partir longtemps en forêt, marcher et enregistrer. Bon, il y a eu beaucoup de choses d'imprévues ces dernières semaines et voilà. Et je dois dire que ça m'a un peu manqué quand même d'aller enregistrer mon petit podcast dans la forêt pour deux raisons. Déjà, la première c'est de ne pas aller marcher dans la forêt et deux, de ne pas enregistrer. Je voulais déjà remercier l'auditeur qui m'a contacté par mail. J'ai été très très touchée par le mail que j'ai reçu à différents niveaux. Déjà, parce que waouh, recevoir un courrier du lecteur, un courrier de l'auditeur, c'était plutôt émouvant pour moi, l'hypersensible. J'ai dit waouh, il y a quelqu'un qui écoute pour de vrai et que je ne connais pas et qui me dit que c'est agréable de m'écouter, donc voilà. Et deuxièmement, le questionnement que cette personne a soulevé était plutôt intéressant. Voilà, puisque la personne m'a contacté par rapport à quelqu'un d'autre qui n'est pas elle-même. Et voilà, cette personne voulait avoir un peu plus d'informations et partager avec moi en fait son ressenti de conjoint d'une personne hypersensible, potentiellement au potentiel et peut-être TDAH ou pas. Enfin, je veux dire, sur la question de l'hyperactivité, tout n'est pas réglé encore. Je sais pas tout. Alors déjà, au niveau recherche scientifique, c'est pas réglé. Et moi, dans ma tête, je suis pas au clair non plus là-dessus. À savoir, est-ce que toute personne hyperactive est forcément TDA ou pas? Et qu'est-ce qu'on appelle hyperactif? Voilà. Aux yeux du monde extérieur, je passe souvent pour une hyperactive. Moi, j'ai pas l'impression de l'être, j'ai juste l'impression de vivre à mon rythme. Par contre, je vis avec quelqu'un qui me semble plutôt être un TDAH. Je vois la différence. La différence, je suis peut-être une boulimique d'activité et encore, j'ai pas l'impression de le vivre en boulimie. Je me sens pas dans un comportement débordant ou anormal. J'ai juste la sensation d'être quelqu'un dont le cerveau a besoin d'être nourri suffisamment pour pouvoir aller bien. Et finalement, j'ai besoin de plus d'essence qu'une autre voiture, quoi. Si on veut comparer avec une voiture, je consomme beaucoup de litres au 100, quoi. Et j'ai pas forcément l'impression d'être hyperactive et encore moins TDAH parce que j'ai une capacité de concentration qui est pas trop mauvaise par rapport aux particularités du profil atypique. Je me trouve plutôt pas mauvaise en concentration parce qu'une fois que je suis partie, je peux rester concentrée pendant des heures et j'arrive à orienter mon attention sur un sujet même si je suis pas particulièrement passionnée. Je sais pas, est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même sur celui-là? Je sais pas. Ça vaudrait le coup de creuser la piste dans un autre podcast puisqu'aujourd'hui je voulais vous parler de j'arrête de me chercher des excuses. Voilà, alors ça peut faire un peu écho au podcast sur la responsabilité. Mais celui sur la responsabilité était plutôt la responsabilité par rapport à la gestion de ses émotions. Et ici, j'arrête de me chercher des excuses, on va dire, c'est plus par rapport à sa responsabilité des actions. Qu'est-ce qui fait que je n'agis pas à différents niveaux d'action, hein. Je veux dire, une action, c'est pas forcément révolutionner le monde ou vivre un film d'aventure, quoi, hein. On n'est pas là pour rivaliser avec Tom Cruise dans Mission Impossible. La responsabilité de l'action, parfois, ce sont juste des tout petits gestes, même avec soi-même.
Par exemple, j'ai mis au défi une des personnes que j'accompagne là, d'être dans la régularité par rapport à un exercice que je lui demande dans le contexte du coaching, et on va observer, elle doit observer pendant une semaine si elle y arrive ou non, et quels sont les prétextes qu'elle va sortir justement pour pas le faire, comment elle va réagir. Donc les actions, c'est pas forcément des grandes choses dans le quotidien, ça peut être juste des petites choses. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me trouve des excuses? Parce que des excuses, en veux-tu, en voilà, quand on travaille en milieu scolaire, ce qui est aussi mon cas, pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast, j'ai 2 casquettes. D'un côté, j'enseigne à temps partiel, 15 heures semaine, et de l'autre côté, pour le moment, je suis en formation de coach, et donc j'accompagne des personnes dans le cadre de ma formation. Voilà, donc quand on travaille en milieu scolaire, les excuses, on en entend de toutes les couleurs et de toutes les sortes, et on se rend compte à quel point le cerveau peut être créatif quand il s'agit de trouver des excuses pour ne pas avoir fait quelque chose. Voilà, quand on sort le papier d'évaluation surprise, on a toutes les excuses possibles du monde, et parfois je m'amuse à rigoler avec eux et je leur sors des excuses encore plus abracadabrantes que celles qu'ils osent me sortir. Donc voilà, on sait que dès le plus jeune âge, de toute façon, le cerveau commence à chercher des excuses. Il y a déjà, juste pour commencer, quand on est avec un petit enfant, un pas très grand qui commence à bien parler, qui vient de faire une bêtise, on lui demande « Est-ce que c'est toi qui as fait ça ?» Il va jamais répondre « Oui ». Il commence d'abord par « Oui, mais en fait, tu comprends… Non, c'est pas ça que je veux savoir. C'est « Est-ce que c'est toi qui as cassé ce truc-là ?» Mais parce que… Non, il n'y a pas de « parce que ». C'est qui a cassé ce truc? C'est toi ou c'est elle? Mais c'est qui en fait? Mais tu comprends? Non, je comprends pas moi. Moi, je veux juste savoir qui a fait ça pour qu'on puisse régler le problème ensemble. C'est pas pour te punir, c'est pour régler le problème ensemble. Donc j'ai l'impression que souvent les excuses, on les invente parce qu'on a peur de la conséquence de ces actes. Et finalement, c'est plus facile de ne pas assumer et de se trouver des excuses plutôt que d'assumer la conséquence de ce qui vient de se passer. C'est au fait, t'as fait, je sais pas moi, t'as fait ton lit ce matin? Ah mais tu comprends, j'étais en retard, machin. Non, en fait, tu me dis juste oui ou non. Est-ce que t'as fait ton lit ce matin, quoi? Ça va pas changer grand chose à la face du monde. Mais moi j'ai juste besoin de savoir pour mon organisation derrière, si je dois passer derrière dans ta chambre pour faire ton lit ou pas, ou voilà. Enfin, je prends un exemple du quotidien, mais ça peut être des exemples beaucoup plus importants dans la vie de chacun. Est-ce que tu as terminé tel dossier? Oui, mais alors tu sais, hier, machin… Ah ouais, alors non, j'ai pas besoin de savoir les excuses, à savoir si ta grand-mère est morte pour la 4e fois cette année. Moi, j'ai juste besoin de savoir, en fait, si le dossier est bouclé ou pas. Parce que derrière, mon travail en dépend et mon organisation en découle. Mais finalement, on est tous toujours tellement dans la peur de la réaction de l'interlocuteur, ou même de soi-même, son pire juge par rapport à la conséquence de quelque chose que l'on n'a pas fait. Ça peut aussi être soi-même. On est tellement dans la peur du jugement qu'on va toujours se chercher des excuses. Et puis après, il y a plein de choses qu'on ne fait pas aussi. J'aurais pu faire ça, mais blablabla. Ah ouais, ça j'avais envie de le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que blablabla. Ouais, mais tu comprends, non, j'avais envie, mais finalement, non. Ok. Alors, je suis la première à la base à fonctionner comme ça. Et à tout le temps chercher des excuses pour tout. Et surtout à excuser beaucoup les autres autour de moi. Et finalement à me positionner comme étant la victime un peu de la vilaine société dans laquelle on vit et de toutes ces vilaines excuses autour. Et finalement à pas prendre responsabilité de mes actes et à me dire finalement si je suis là, j'y peux rien, c'est parce qu'il y a une force extérieure qui…
Voilà. Ou pendant longtemps, j'ai aussi accepté et toléré des comportements vis-à-vis de moi parce que je trouvais des excuses aux personnes en face. Oui, mais tu comprends, elle n'a pas eu une enfance facile, nanani, nanani, nanana, donc c'est normal en fait qu'elle... Bah non, en fait non. Ma limite, elle doit être imposée bien avant. Et chercher des excuses aux autres et des excuses à soi-même, c'est surtout se positionner en victime d'une force extérieure. On va retourner sur la pensée magique qui est dans un autre podcast et sur la responsabilité qui est dans un autre podcast. À partir du moment où je dis je, c'est vous, à partir du moment où je décide d'être l'acteur de ma propre vie, l'acteur de mes décisions, l'acteur de mes actions, je n'ai plus d'excuses ni pour moi ni pour les autres. C'est-à-dire que les choses doivent être faites comme ça, elles doivent aboutir, et si ça n'aboutit pas, tant pis, mais on passe à autre chose entre guillemets. Je ne sais pas si je suis claire. J'ai l'impression d'être un peu embrouillée ce matin, en plus je suis dans un chemin de forêt qui est très tortueux, donc c'est peut-être ça en fait, je ne sais pas. C'est-à-dire que si j'estime que le comportement de la personne en face de moi ou que moi, mon comportement vis-à-vis de moi-même n'est pas adapté, j'ai le droit de dire stop sans chercher d'excuses. Oui, mais j'étais fatiguée, du coup j'ai bâclé le truc. Écoute, si t'étais fatiguée, 1, tu fais pas, 2, tu te reposes, 3, tu te poses des questions, 4, tu te demandes comment tu peux faire pour aller au mieux, 5, tu prends une décision et tu informes avant, pas après. C'est-à-dire avant. Bonjour, je suis dans un état de fatigue qui ne me permet pas de faire tel truc, mais cependant je prends le temps de le faire bien pour telle date. Voilà, j'ai mis un exemple très formel, mais ça peut aussi être beaucoup moins formel, mais avec soi-même aussi. Avec soi-même, pouvoir s'autoriser et se dire alors là, tout de suite maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire ? Comment je me sens ? Comment je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire ? Est-ce que je suis dans des bonnes conditions ou pas ? Réfléchir et anticiper. Et plutôt que de s'éparpiller dans tous les sens, de mal faire et de se trouver plein d'excuses pour avoir mal fait, ou pas fait comme il faut, ou un fait brouillon, ou se charger le sac à dos de pierres plus lourdes les unes que les autres pour ne surtout pas avoir fait ce qu'il fallait comme il faut, je peux aussi m'arrêter, me poser avec moi-même, me regarder entre quatre yeux et me dire, ma grande, mon grand, comment on y va ? Alors je peux vous donner un exemple très récent avec une incidence pas très importante sur la suite du déroulé de ma vie, mais qui montre... je fais une petite photo pour mettre sur le compte Instagram du Jardin des Talents. Voilà, comme ça après, quand je publie le podcast, après vous pouvez voir, si vous allez sur le compte Insta du Jardin des Talents, vous pourrez voir là où j'étais ce matin, c'est juste très très beau. Donc un petit détail, je m'oblige en ce moment, pas tout le temps, mais régulièrement, quand j'entends des excuses qui arrivent dans ma tête, à les balayer d'un grand revers du dos de la main là, foups, et à me poser des questions. Et au pire, et au pire, et au pire, et au pire. Bon, ok, au pire, il va rien m'arriver de grave, ma vie n'est toujours pas en danger, donc je peux tenter. Donc l'exemple, par exemple, c'est il y a quelques jours, il y a 2 semaines, je crois à peu près, je vais chercher ma dernière fille à la garderie. En sortant de la garderie, j'entends sur le trottoir 2 femmes qui parlent en allemand. Une dame un peu âgée et une jeune fille. Et je me dis, tiens, c'est rigolo, au fin fond de mon patelin perdu dans la campagne, 2 femmes qui parlent allemand, et dire que moi l'autre jour, sur mon fauteuil chez ma psy, je lui disais à quel point ça me manque de ne plus parler allemand régulièrement. Et qu'en gros, si mon cerveau n'était pas stimulé en ce moment, c'était en grande partie aussi parce que je ne parle plus allemand et que
ça me déprime complètement de ne plus parler allemand. Et c'est vrai en plus. Ne plus parler anglais et allemand au quotidien, j'ai l'impression qu'on m'a amputé des 2/3 de mon cerveau et j'ai l'impression de dépérir de jour en jour. D'un point de vue intellectuel en tout cas. Donc comme ça me prend de l'énergie de dépérir intellectuellement, je mange beaucoup et je grossis et bref, on rentre dans un engrenage derrière. Mais en tout cas, mon cerveau s'ennuie à mourir. Donc voilà, on parlait de ça l'autre jour avec ma psy. Et parce qu'il n'y a qu'à elle que je peux confier ça, et puis à vous sur le podcast, parce que vous n'êtes pas en face de moi. Ma psy elle est en face de moi, mais c'est pas pareil. À elle, je peux lui dire des trucs que je pourrais dire à personne, même pas sur le podcast. Je ne sais pas qui écoute le podcast. Donc, je reviens à mes moutons. Donc j'entends ces deux dames parler en allemand, là, ces deux personnes parler en allemand sur le trottoir de la garderie de ma fille. Et là, j'ai eu un embouteillage de flash dans ma tête. D'un côté, je me suis dit, je vais essayer de décomposer le truc parce que c'était très très rapide dans mon esprit. D'un côté, ça faisait, ouais, super, des Allemands, copines, on va pouvoir parler allemand, manger du pain noir, boire du thé, du thé de fruits. Tatati, tatata, et c'est super, la jeune fille, elle a l'air sympa, ça pourrait faire une copine pour ma grande qui est bilingue en allemand, là. Puis d'autre côté, il y a les excuses qui ont commencé à arriver. Oui, mais non, on les connaît pas, j'ose pas, je sais pas qui c'est, peut-être. Bon, alors, les excuses. Foups, j'ai soufflé dessus, un grand coup. J'ai regardé ma fille aînée, je lui dis, les deux là, elles parlent allemand. On s'arrête, on leur parle. Et là, elle me dit, sans hésiter, la connaissant, je n'osais jamais parler de ma fille aînée, avec son grand dilemme dans la vie, choisir c'est renoncer, comment faire pour choisir. Il lui faut toujours des plombes pour prendre des décisions. Ne serait-ce que choisir une paire de chaussettes dans un magasin, il va lui falloir 45 minutes. Non, là, ma fille aînée me dit, bah oui. Bon, alors on s'est arrêté, tiré le frein à main sur le parking, et j'aurais sauté dessus. Allô, salut. Et je leur ai parlé en allemand. Ah, salut, vous parlez allemand, nous aussi, et tout. Ah, mais on était pressés en plus, donc... voilà, vous venez d'où Non, nous, on vient du Luxembourg. Nous, l'équipe de filles. On vient du Luxembourg. Et... c'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est pour ça qu'on parle allemand. Et voilà, est-ce qu'on pourrait pas prendre un thé ensemble et tout? Ouais, super. Bon, j'aurais donné mon numéro de téléphone. De leur côté, il y a eu, je pense... plein d'excuses qui sont arrivées dans leur tête pour pas reprendre contact avec nous. Et finalement, à un moment donné, 10 jours après, elles m'ont renvoyé un texto pour me dire « Ouais, super, on serait très contente de vous voir et de passer un peu de temps avec vous. Donc voilà, on se voit. » Et donc, hop, j'ai pas cherché d'excuses de « Oui, mais, non. » Hop, on a fixé un rendez-vous. Et mardi, 17h35, nous étions toutes réunies dans la véranda de la maison à papoter en allemand et en anglais, parce que ce sont des Allemandes qui ont vécu aux États-Unis. Et la jeune fille a la double nationalité. Elle est née aux États-Unis. Et c'est sa grand-mère, la dame. Et donc, la maman de cette jeune fille lui a toujours parlé en allemand, et sa grand-mère lui parle en allemand. Et donc, voilà. Et donc, on a passé un super moment. Tout ça pour dire que, si j'avais continué à me chercher des excuses pour pas faire, je serais encore en train de me dire... Ah, j'ai bien vu l'autre jour deux dames qui parlaient allemand dans la rue. Ah, ça aurait pu être sympa. Si seulement je connaissais des Allemands dans le coin. Hein, voilà, vous voyez le truc? Ouais, l'enrichissement culturel, l'interlangue, ça me manque, je peux plus parler anglais non plus. J'ai pas de contact avec les États-Unis en ce moment. Quand j'habite au Luxembourg, c'était mieux. Il y avait des gens du monde entier. Oui, mais en fait, il y a aussi des gens du monde entier à côté de chez moi. Ils sont là aussi, les gens du monde entier. Elles non seulement, elles sont pas du monde entier, elles sont juste américo-allemandes. Les deux trucs deux en un pour moi. C'était la rencontre inespérée en fait. Et donc on n'a pas cherché d'excuses. On n'a pas commencé à se mettre tout un tas de pensées négatives sur le dos et on est allé. Alors je me suis demandé par après, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu la capacité de tirer mon frein à main, m'arrêter, leur parler, alors qu'il y a encore 6 mois, je ne l'aurais jamais fait. Hein, c'est il n'y a pas très longtemps, je ne l'aurais absolument jamais fait. Une espèce d'élan
comme ça qui s'est installée. Alors la formation en coaching vraiment il y est pour beaucoup. Et les entretiens que je mène avec les personnes que j'accompagne dans le cadre de ma formation me font aussi également beaucoup avancer. Ça me permet aussi comment dire ? Est-ce que ça me permet ? Non, c'est des entretiens, les échanges que l'on mène me font voir aussi des choses sous un autre angle. Ça marche aussi en miroir et en résonance. Et quand on utilise des outils pour débloquer une personne, des fois ça me débloque en même temps aussi. Ça fait le double effet qui se coule. Alors je n'étais pas du tout partie à faire cette formation pour me coacher moi-même. Finalement, c'est ce qui se met aussi en place. Et je me rends compte, en accompagnant les personnes et en allant utiliser les outils de déblocage, que finalement ça fonctionne sur moi. Alors peut-être que moi, mon esprit est plus disponible à ce que ça fonctionne sur moi, mais je sais que ça marche. Même si c'était pas moi le sujet de départ, je sais que ça fonctionne. Donc maintenant, je peux proposer ces outils beaucoup plus facilement aux personnes que j'accompagne en leur disant en fait, ça fonctionne parce que moi, je l'ai essayé sur moi, un peu de façon indirecte, mais je l'ai essayé sur moi et ça fonctionne. La preuve est que je ne me suis pas posé des milliards de questions avant d'aller interpeller ces deux personnes. J'y suis allée franco en fait. Je ne me suis pas posé de questions. Comme, après ça c'est lié aussi au grand travail qu'on a fait avec ma psy, j'avais tout le temps peur des réactions débordantes de mes interlocuteurs. Ce qui fait qu'à partir du moment où dans ma hiérarchie, mon N+1 commençait à avoir des signes extérieurs de réactions débordantes, oups, je me mettais dans ma carapace et je partais, la queue entre les pattes, les oreilles rabattues, et hop, je retournais bien sagement dans ma tanière et je revenais pas à l'attaque. Bon, là, on a fait un énorme travail là-dessus, qui porte ses fruits aussi. Donc tout ça pour dire que si vous avez déjà écouté le podcast sur aller voir un psy ou pas, à quoi ça sert ? Eh bien par exemple, si vous avez peur des réactions débordantes dans la hiérarchie ou des personnes qui sociétalement sont au-dessus des autres, typiquement les femmes en dessous des hommes, berk. Et bien justement avec un psychologue spécialisé en EMDR, donc EMDR c'est dans le podcast sur la psychologie, on peut justement rétablir ce rapport de force et ne plus être dans un rapport de force et ne plus estimer que si un homme a une réaction débordante, c'est parce qu'il est au-dessus de nous et que nous, on a aussi notre propre valeur en tant que femme et on peut aussi être à niveau. Et de toute façon, les réactions débordantes ne sont pas tolérables. Bon, j'en ai encore, avec les enfants principalement, mais c'est en train de se régler et de se caler. J'ai pas encore trouvé tous les outils, je suis pas parfaite non plus, donc je les accepte comme étant des failles de je ne suis pas parfaite et c'est pas grave, ça fait de moi un être humain aussi. Donc tout ça pour dire que j'avais très très peur des réactions débordantes des autres. Ce qui m'empêchait d'avancer et ça faisait que je me créais des excuses à longueur de temps. Ouais mais non, je vais pas y aller parce que elle va encore dire non, ça va encore mal se passer. De toute façon, plus la création de croyances. De toute façon, à chaque fois que je demande, ça se passe mal. Là, on va encore me dire non. Ils vont pas comprendre ce que je veux. Et puis, de toute façon, je suis pas douée en relations sociales. C'est moi qui ai un problème. Je sais pas m'y prendre. Les personnes en face de moi finissent toujours par se mettre en colère. Enfin, voilà. Donc, ça fait une espèce de bouillon. De peur et de croyances qui alimentent justement la création d'excuses pour échapper à tout ça. Je crois que personne n'est né pour apprécier et aimer se faire rabrouer. Les réactions débordantes ne sont appréciées par personne et on a tous plus envie de les esquiver plutôt que de les affronter. J'ai une collègue qui dit toujours moi je suis une véritable anguille. Comme j'aime pas du tout le conflit, hop, je passe à travers. Oups, je me positionne pas, je me prononce pas, mais voilà. J'en pense pas moins, mais en attendant, j'aime pas le conflit, donc je fais l'anguille. Moi, je sais pas faire l'anguille.
Après, j'ai l'impression d'être en trahison avec moi-même. J'ai la valeur honnêteté qui est quand même très très forte chez moi. Honnêteté, intégrité, loyauté. Et faire l'anguille, pour moi, c'est juste pas possible. Je crois que je pourrais pas dormir la nuit si je savais que je faisais l'anguille, mais je juge pas les autres. Je veux dire, chacun alimente son énergie avec ses valeurs. Et moi, ma valeur intégrité est tellement forte et je peux rien faire contre ça. C'est une valeur, c'est à l'intérieur de moi que je peux pas aller à l'encontre de ça. Je suis obligée de la respecter. Donc, comme j'ai besoin de respecter ma valeur intégrité, le fait de me créer des excuses constamment pour pas faire des choses, c'était aussi hyper dur à vivre. Donc, une dévalorisation et une perte d'estime de soi énorme. Parce qu'en fait, je ne suis pas en accord avec mes valeurs quand je cherche des excuses. Je ne suis pas intègre, je ne suis pas loyale avec moi-même. Je ne nourris pas ma valeur intégrité. Et je le sais parce que je suis lucide. Même si autour de moi, on pense que je ne le suis pas, parce qu'on ne dit pas forcément exactement comment on se sent à l'intérieur. Donc l'extérieur ne sait pas exactement comment on est, mais à l'intérieur de soi-même. Mais avec soi-même, en général, on est lucide. Même la personne la plus de mauvaise foi de façon extérieure, à l'intérieur d'elle-même, je ne vois pas comment elle pourrait ne pas être lucide. Ce qui provoque aussi des réactions débordantes. Confronter une personne de mauvaise foi à sa mauvaise foi, vous allez voir. Le conflit sort. Mais le conflit, il n'est pas avec vous-même. Il n'est pas avec l'interlocuteur. Moi, si je confronte une personne de mauvaise foi à sa mauvaise foi, la personne en face va se mettre en colère. Le conflit va sortir de l'intérieur d'elle-même. Mais le conflit, il n'est pas contre moi. Le conflit, il est contre à l'intérieur d'elle-même. Parce que la personne, au fond d'elle-même, elle sait bien qu'elle n'est pas dans le juste. Et elle sait bien qu'elle est de mauvaise foi. Et de mauvaise foi, typiquement, c'est se chercher des excuses. Et ne pas être dans l'honnêteté, ne pas être dans l'intégrité, ne pas être dans la loyauté, ne pas nourrir ces trois valeurs-là. Donc se retrouver en conflit à l'intérieur de soi-même. Et quand on est en conflit à l'intérieur de soi-même, on perd très très vite l'estime de soi et donc la confiance en soi. Et donc on va dans des réactions débordantes où on peut tomber en dépression, où on peut... Mais ça, j'ai déjà évoqué le rapport entre réaction débordante et consommation de substances extérieures à soi-même, alcool, drogue, médicaments, anxiolytiques, antidépresseurs, enfin tout ce qui va là-dedans, la neuroleptique ou je sais pas quoi là. Donc à partir du moment où on est rentré dans le cercle vicieux de non-respect de sa valeur, on ne se respecte plus soi-même et donc on rentre dans la boucle infernale et on passe son temps à chercher des excuses. C'est pas ma faute. Alors effectivement, si on repart à l'origine de la première excuse trouvée, c'est pas ma faute si j'ai dû commencer à trouver des excuses. Si j'ai dû commencer à trouver des excuses, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un autour de moi qui avait des réactions débordantes et donc il a fallu que je trouve une parade pour parader et pas subir la réaction débordante d'en face. Ok, d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi recadrer son cerveau et lui dire « Eh oh mec, là-haut là, t'as plus 2 ans quoi, t'as plus 5 ans, t'as plus 10 ans, il faut grandir. Et quand tu grandis, tu deviens responsable de tes actes et tu arrêtes de te chercher des excuses. » Alors, ce que j'observe, faut pas être un grand chercheur international pour l'observer, c'est que les personnes qui osent, les personnes qui font, les personnes plutôt stables, les personnes qui vont plutôt bien, qui sont dans un alignement tête, cœur, corps, qui vont pas chercher 1000 excuses, qui vont plutôt faire ce qu'elles ont à faire sans remettre sur l'autre la responsabilité de j'ai pas fait, sont quand même globalement, on va pas dire que ils sont tous comme ça, mais globalement, ce sont des personnes qui ont grandi
dans des foyers chaleureux, aimants, avec des parents avec moins de réactions débordantes que d'autres parents, avec des parents plutôt à l'écoute, avec des parents plutôt dans le conseil que dans le jugement, avec des parents qui n'ont pas eu de gestes violents à l'égard de leurs enfants. Donc finalement, quand on rentre un peu dans la psychologie un peu comme ça, dans ce qu'une personne dit, on peut vite... Alors moi je ne le savais pas, je n'ai pas fait d'études de psycho, je n'ai pas fait d'études de médecine, mais j'ai des amis qui sont psychologues, j'ai des amis qui sont médecins, et parfois c'est leurs retours qui me font réagir, et qui ont des remarques où je me suis dit « mais en fait il y a un lien, il y a vraiment un lien, mais un super grand lien entre l'harmonie du foyer élevant l'enfant et les conséquences sur l'adulte derrière. C'est-à-dire qu'une personne qui aura vécu un foyer moins en harmonie qu'une autre personne sera moins dans la capacité à savoir mettre des barrières et des filtres de tolérance à des comportements autour d'elle ou à oser faire des choses. Si on repart sur le conditionnement à l'échec ou le conflit de loyauté, deux des premiers podcasts que j'avais fait par rapport à l'éducation des enfants, effectivement, si on grandit dans un foyer où les apprentissages sont régulièrement réprimandés ou source de reproches ou source de « mais non, fais pas ça, tu vas te faire mal !» ça va être très très compliqué dans la vie d'adulte d'oser faire des choses sans se chercher d'excuses. Je ne sais pas si c'est clair. Si tout petit et ado, je n'ai fait que entendre mais non, tu peux pas faire ça, tu vas te planter, mais non, mais ça marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais non, mais t'as pas le sens logique des choses, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire, voilà. Et ben, à l'âge adulte, quand on va avoir une pulsion pour faire un truc, parce qu'en général, quand on veut faire quelque chose, quand on veut passer à l'action, on a une espèce de pulsion à l'intérieur, là ça fait une espèce de petit rebond, là on a, voilà, ça fait un petit souffle, et je vais faire ça. Et bien alors là, bing, bang, boum, 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 hein, c'est comme si on était en équilibre avec tout un tas de casseroles sur la tête qui tiennent bien tant qu'on bouge pas. Et à partir du moment où on sent le petit rebond, là, le petit élan qui soulève un peu là, la respiration et les talons pour se lever et agir, et ben on a toutes les casseroles qui dégringolent dessus, qui dégringolent sur nous. Et chaque casserole est une excuse. Je vais pas y arriver, je suis nulle, je sais pas faire, j'y arriverai jamais, de toute façon je vais me planter, puis qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, voilà, et ça fait bing bang boum 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 boum, toutes les excuses du monde. Ouais, je vous laisse un peu de temps pour visualiser toutes vos casseroles en train de tomber. Et ce que ça fait comme résonance chez vous. J'ai envie de dire un truc un peu bête, mais si vous êtes là en train de m'écouter, clairement je pense que votre foyer éducateur n'était pas forcément sain et en harmonie et joyeux. Sinon je pense que ce que je vous raconte ça vous parlerait pas trop. Donc voilà, je vous laisse revoir toutes ces casseroles tomber, faire du bruit, le grand fracas autour de vous de toutes ces excuses. Bon après il ne faut pas se leurrer non plus, des foyers aimants et en harmonie, il n'y en a pas tant que ça. Alors, on traîne tous des casseroles. Ouais. Alors après, on a le choix. Soit je me réinstalle gentiment et sagement à ma place, et je remets mes casseroles sur ma tête en équilibre. Voilà. Et à la prochaine impulsion, je me reprendrai tout sur la tête. Et comme il faudra que je passe du temps à remettre mes casseroles sur ma tête, je ne pourrai toujours pas avancer.
Mais ça ne sera pas de ma faute, ça sera de la faute des casseroles. Soit je prends un peu de temps, je vais au magasin de bricolage, le Psy, j'installe mes étagères, le MDR, et je range mes casseroles sur les étagères. Et celles dont on ne peut vraiment plus se servir, je les emmène à la déchetterie. Voilà, je range un peu et je fais le ménage. Je ne sais pas si vous voyez cette petite pièce bien rangée, avec autant d'étagères qu'il le faut pour mettre vos casseroles. Et je range mes casseroles. Et celles qui doivent aller à la déchetterie, on va éviter de les stocker dans le sas en attente pour la déchetterie. On se dit tout de suite que c'est le moment maintenant d'emmener les casseroles à la déchetterie. Parce que si je commence à les mettre dans le sas, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien à chaque fois que je vais vouloir partir pour faire une action, je vais me prendre les pieds dedans. Et donc les excuses, les casseroles, vont rebarrer mon chemin et je ne vais toujours pas réussir à avancer et sortir de cette pièce. L'objectif, j'ai oublié de le dire dès le départ, c'était de pouvoir agir. Et agir, c'est pas rester dans ma pièce entourée de casseroles ou à me prendre des casseroles sur la tête. Agir, c'est sortir de la pièce avec mes casseroles bien rangées et surtout, là maintenant, je vais aller emmener mes casseroles à la déchetterie tout de suite, sans chercher d'excuses pour ne pas le faire maintenant. Si je commence à me chercher des excuses pour ne pas emmener maintenant mes casseroles à la déchetterie, je vais vous poser la question suivante. Qu'y a-t-il de positif pour vous à garder ces casseroles et à ne pas les jeter ? Alors ça peut servir de protection, les casseroles excuses. Ça peut servir de protection, ne pas avancer, c'est bien aussi. J'avais mis cette image de faux sapurin dans plusieurs podcasts de la première saison. Alors si vous ne les avez pas écoutés, l'idée c'est que quand on est encombré par toutes ces pensées limitantes et ces croyances et ces peurs, tout ce qui nous empêche d'avancer, c'est un peu comme si on était tombé dans une fosse à purin. On n'y est pas bien, ça pue, mais d'un autre côté, ça tient au chaud. Voilà, et quand on essaye d'en sortir, c'est pas forcément confortable. Il faut pouvoir visualiser la bonne douche et les habits propres après. Mais c'est vrai que sortir de la fosse à purin, donc sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément simple parce qu'on y est bien dans la zone de confort. Même si ça pue, et même si c'est gras et visqueux, et même si ça a mauvais goût, parce qu'une fosse à purin, on n'a pas trop envie d'en avoir dans la bouche. C'est un peu dégueu quand même. Mais finalement, c'est confortable parce que on se sent un peu léger, on est bien installé dedans, il fait chaud. Parce que le purin, ça tient chaud. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif à rester dans une situation qui n'est pas optimale ? Qu'est-ce que ça a de bon pour vous de continuer à garder des casseroles excuses sans les emmener à la déchetterie ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas encore rangé ces petites casseroles dans les petites étagères et qu'on a décidé que c'est bon, ça suffit, j'ai plus envie de me prendre une avalanche de casseroles sur la tête. Je pense que je vaux mieux que ça et qu'il faut que j'avance. Je regarde l'heure parce que j'ai des impératifs après. Donc il est 9h30. Bon, ça va, je peux encore vous parler un peu. Je pense que je vais vous laisser sur cette note méditative. Qu'est-ce qui m'arrange dans le fait de me chercher des excuses sans arrêt ? Je suis en retard, c'est pas de ma faute. J'ai pas fait mon boulot, c'est pas de ma faute. J'ai pas fait ça, c'était pas de ma faute. J'ai pas pensé à t'appeler, c'est pas de ma faute. C'est pas ma faute. Je me suis engagée sur un truc, mais j'arrive pas à m'y tenir sur la durée, c'est pas ma faute. Je m'enfonce dans une surcharge de travail, mais c'est pas ma faute.
Les autres sont méchants avec moi, mais c'est pas ma faute. Voilà. Je me plains d'un truc qui n'avance pas, mais c'est pas ma faute. Je remets sur les autres ma responsabilité à moi-même. Et je continue d'accepter de rester immobile dans ma pièce avec mes casseroles sur la tête et de me les prendre régulièrement sur la figure. Et je ne les range pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que je suis bien là-dedans ? En quoi c'est confortable ? Ouais, ça fait un petit sujet à réfléchir ça quand même, non ? Alors j'ai des retours d'auditeurs, auditrices du podcast qui me disent « Ouais, c'est super et tout, moi j'aime bien, je pars en forêt avec toi, c'est hyper spontané, je me sens bien, j'ai l'impression qu'on est en train de discuter d'un truc, non c'est cool, voilà. » Après parfois je me dis que je suis peut-être pas assez dans un vocabulaire, dans un langage soutenu, ça peut peut-être être gênant. La volonté, c'est un peu de vulgariser les choses, de les rendre accessibles, d'utiliser des images mentales accessibles, de pas être dans un langage de spécialiste que je ne suis pas. Je m'adresse à vous un peu comme je m'adresse aux gamins en classe, dans le sens où mais voilà, je fais pas trop attention à ma correction grammaticale ou à l'exactitude des mots ou du niveau de langage, parce que l'idée c'est un peu de toucher et d'être spontané et authentique. J'aurais beaucoup de mal à enregistrer mon podcast avec un micro dans un bureau stérile et à devoir lire un truc que j'ai écrit à l'avance qui comprendrait justement du langage beaucoup plus soutenu. Je me sentirais pas du tout en accord avec moi-même et je me sentirais en décalage complet avec ce que je veux pouvoir offrir dans le podcast en fait. Voilà. Donc si jamais vous avez écouté ce podcast et que vous avez des retours négatifs à faire, je les prends aussi. Ça m'intéresse, mais je pense que si on a un retour négatif à faire, on n'arrive pas jusqu'à 40 minutes du podcast. Donc ça peut-être que je le dise au début du podcast. En tout cas, vos retours me portent. Et je crois que je me répète à la fin de chaque podcast. Mais ça me porte. Et je suis toujours enthousiaste de voir les chiffres d'audimat monter. Et d'autant plus que maintenant je sais qu'il y a une grande partie des personnes qui m'écoutent, je ne les connais pas en fait. Et ça c'est très porteur. Voilà, parce que je pense que si c'était que les personnes que je connais, on aurait déjà fait juste le tour et on ne serait pas à des audiences atteignant les 500 écoutes. Je n'ai pas 500 personnes dans mon entourage qui seraient disponibles pour écouter tous les podcasts. Donc voilà. Je vous remercie tous en tout cas qui écoutez ce podcast, qu'on se connaisse dans la vraie vie ou pas. À la base, il était fait pour accompagner ma future activité de coach, de life coach comme on dit. Finalement, il est sur les plateformes et c'est très bien comme ça. L'origine aussi, c'était de déconstruire comment on arrive à un burn-out et de comprendre comment on peut faire pour s'en sortir. Je ne perds pas ce fil rouge de mon esprit. Et justement, le fait d'être sous l'emprise des excuses, quand la masse de casserole est beaucoup trop volumineuse sur sa tête, on ne tient plus debout. Et quand en plus on a ses propres excuses, mais qu'on cherche des excuses aux personnes de notre entourage, ça donne un volume de casserole qui est beaucoup trop lourd à tenir pour une personne normale.
J'ai longtemps cru que j'étais Wonder Woman. Ça a été pendant un temps ma photo de profil sur les réseaux sociaux. J'ai des amis qui m'avaient surnommée un peu Wonder Woman. Voilà. Donc ça, c'était avant la prise de poids. Mais voilà, non, c'était plus par rapport au côté Marie, toujours sur le front, toujours efficace, ne dit jamais non, toujours à l'écoute, jamais dans le jugement. Enfin voilà, est toujours prête à rendre service. Et finalement, ce rôle-là, je l'ai rangé au moment du burn-out. Ça a été très très dur à accepter pour mon entourage, que je ne sois plus Wonder Woman. J'ai perdu beaucoup de monde dans mon entourage proche. On arrive à l'anniversaire du burn-out. Là, on est le 9 octobre et c'est le 13 octobre 2013 que je me suis effondrée chez moi. Ça pourrait valoir un petit bonus de la saison 2 sur bilan du 13 octobre. Je vais voir, je n'ai pas regardé quel jour ça tombe, c'est la semaine prochaine séance, mais je vais voir si je peux l'enregistrer. En tout cas, le 9 octobre 2013, je n'étais pas aussi en forme qu'aujourd'hui. Je n'avais pas le mental que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas confiance en moi comme aujourd'hui. Je n'avais pas l'énergie que j'ai aujourd'hui. Parce que même si j'étais Wonder Woman dans les faits, je n'étais pas Wonder Woman à l'intérieur. L'énergie que j'ai aujourd'hui n'a rien à voir avec l'énergie que j'avais il y a 7 ans. En tout cas, il y a 7 ans, j'avais plus d'énergie du tout, ça c'est sûr. Mais ce qui m'a mené moi au burn-out, c'était l'illusion d'avoir de l'énergie. Et en fait, c'était juste de la fuite. Je passais ma vie à fuir et être tout le temps dans le report de la confrontation avec moi-même. Parce que c'est ce que je disais en début de podcast, on est toujours lucide au fond de soi-même. Et même si en extérieur, on a l'impression d'être... les autres peuvent nous percevoir comme étant de mauvaise foi, avec soi-même, on ne l'est pas. Et donc ma jauge d'énergie, il y a 7 ans, était au plus bas. J'étais très mince aussi. J'avais à peu près... non, je ne vais pas dire combien de kilos de moins que maintenant, mais pour moi, c'est très lié tout ça. Et le rapport à son corps est très important et je pense que ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast, peut-être le suivant d'ailleurs, je suis en train d'y penser maintenant. Le rapport à son corps, à l'alimentation, aux troubles de l'alimentation, parce que j'ai fait partie de ces personnes avec troubles de l'alimentation. J'ai un enfant qui a des troubles de l'alimentation. Et le rapport au corps. Voilà. Et donc le fait de chercher des excuses à longueur de temps, à moi-même et aux autres, à tous les autres, c'est ce qui a fait aussi que je me suis écroulée violemment. Aujourd'hui, si je dis à quelqu'un j'ai fait un burn-out, on me dit ouais ok t'as fait un burn-out, il y en a plein qui font. Je dis je suis restée 4 mois allongée dans mon lit quand même. Et là en général les personnes qui connaissent un peu le monde du burn-out me disent waouh, ça c'était un gros burn-out. Alors oui, effectivement, je suis restée 4 mois à ne presque plus pouvoir sortir de ma chambre et de mon lit. À part... ça a été crescendo. On est passé d'une capacité d'autonomie debout de 15 à 20 minutes les 2 premières semaines à 3 heures debout sur la fin des 4 mois. Mais voilà, 3 heures debout dans la journée fragmentée, c'était déjà un effort insurmontable. Et ce qui m'a sorti du burn-out, c'est la marche. Voilà, donc j'avais aussi en tête de faire un podcast sur la marche, mon rapport à la marche, pourquoi j'aime marcher, ce que ça me procure et d'un point de vue scientifique, qu'est-ce que la marche fait au cerveau. Et maintenant que je le sais, ça donne d'autant plus de sens à ce podcast. Et voilà, donc je réfléchis au podcast prochain, si c'est le rapport au corps ou sur la marche, à voir. Ça donne des bonnes pistes. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast. Donc je vous souhaite plein de belles choses.
de commencer à visualiser votre pièce et vos étagères pour ranger vos casseroles et de commencer à réagir avec vous-même quand vous sentez une excuse arriver. Une excuse pour vous-même ou une excuse pour les autres. Et une excuse commence plus ou moins toujours par oui mais ou par parce que. Et quand on a une phrase qui arrive en oui mais ou en parce que, on peut se dire que c'est une excuse et là on a le droit de faire arrêt sur image et de se demander si cette excuse est vraiment valable et si elle a le droit d'exister. Si c'est par rapport à soi-même, on sait que nous-mêmes, on peut avoir recours à des thérapies pour régler tout ça. Et si c'est par rapport à une personne extérieure à soi-même, on peut aussi lui proposer d'aller voir un thérapeute pour régler ça ou de gérer avec elle-même. Mais de pouvoir dire non, écoute, ça relève de toi, mais moi, j'ai pas à en faire les frais. Donc si toi tu veux rien faire pour régler ce problème, bah ça reste ton problème. Mais moi en tout cas, je refuse d'en faire les frais. Voilà. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. C'est être capable de se donner de l'amour aussi. Et donc de nourrir sa jauge estime de soi. Et de pouvoir agir. Et de façon de faire des choses que l'on n'aurait pas imaginé faire avant. Et de se rendre compte que c'est facile. Et que ça change toute la vie et que ça nourrit son esprit et qu'après, on va bien. Voilà. Bonne journée à vous. À très bientôt.